Après l'émotion, le temps des questions, nous avons choisi de nous arrêter une nouvelle fois ce matin sur cette opération du RAID qui s'est soldée par la mort de Mohamed Merah. Après avoir donné la parole hier à un ancien homme du RAID, nous recevons ce matin Frédéric Elbert, journaliste spécialiste du terrorisme. Bonjour. Bonjour. Alors vous faites partie de ces observateurs restés très sceptiques sur cette intervention policière. Alors tout d'abord, selon vous, le RAID a-t-il tout fait pour arrêter Merah vivant ? Le RAID a tout fait pour arrêter Merah vivant, mais avec toujours cette ombre d'un timing politique qui a plané et l'idée que le RAID ne peut pas résister à ce fait que le politique voulait absolument qu'il soit arrêté, certes vivant, mais dans un timing extrêmement précis. Ce qui fait qu'il n'a pas eu la maîtrise totale de l'opération comme il aurait dû l'avoir normalement. D'ailleurs, vous mettez en cause la première intervention manquée, celle d'à 3 h du matin, là où en fait le RAID a voulu interpeller Mohamed Merah. Ils se sont heurtés à une résistance très forte. C'est là où tout bascule parce que cette première intervention, si elle s'était bien soldée, tout aurait été terminé en quelques minutes. Or, il faut savoir que j'ai réussi à joindre notamment un expert et qui est vraiment un homme de l'art, qui est quelqu'un qui est connu sur LCI, puisqu'on se souvient des images du détournement de l'Airbus en 1994 et de l'assaut donné par le GIGN à Marignane. Cet homme dirigeait le groupe d'assaut de la porte avant droite. Et cet homme a tué 3 terroristes en tirant 4 cartouches uniquement. Donc il s'appelle Thierry Prugnot. Il a été interviewé d'ailleurs par un autre journal, La Nouvelle Républicaine. Je l'ai appelé hier et on a détaillé vraiment les phases. Et il m'a dit qu'il n'avait rien compris, qu'il ne comprenait rien. Pourquoi les hommes interviennent de nuit dans un immeuble occupé sans savoir s'il y a de l'explosif alors que... ils vont attaquer la porte au bélier, alors qu'il y a des moyens, par exemple, il y a des nouveaux explosifs avec des jets d'eau qui vous arrachent une porte en 1 minute. Est-ce que c'est pas plus... Ils ont normalement les caméras thermiques pour savoir... Frédéric Elbert, justement, est-ce que c'est pas plus un problème de renseignement, finalement ? Savoir s'il y avait d'autres personnes à l'intérieur, des explosifs à l'intérieur. Si elle était bien préparée. C'est plutôt c'est plutôt un problème de précipitation. C'est un problème d'absence de préparation. C'est un problème aussi de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière la porte. Est-ce qu'il est réveillé ? Or, derrière la porte, il y a un frigo qui bloque la porte. Et c'est comme ça que si vous allez au bélier sur un frigo, sur une porte qui est bloquée par un frigo, vous vous heurtez vous n'arrivez pas à rentrer. Alors à ce moment-là, les experts que j'ai pu interroger estiment qu'il aurait fallu continuer, aller jusqu'au bout dans ces conditions et ne pas s'arrêter. Ils se sont arrêtés, le RAID, et essaient d'attendre évidemment de nombreuses heures pour retenter donc 32 heures plus tard. Et là, Mohamed Merah a été tué. Là, est-ce qu'on pouvait éviter de le tuer ? Officiellement, ils étaient en légitime défense, les policiers du RAID. Alors d'abord, il y a cette situation où la négociation s'est figée et où il a été maître de la négociation. Et ça, c'est terrible, parce que ça aussi, c'est un échec. Il a été maître de la négociation. Il a dupé les négociateurs du RAID. Il a complètement berné les négociateurs du RAID. En ce qui concerne le dernier assaut, d'abord on se demande pourquoi il est donné à cette heure-là. Pourquoi on ne laisse pas traîner la situation ? Pourquoi on ne laisse pas pourrir la situation ? Mais parce que justement, si on avait laissé se fatiguer, c'est ce qu'on a fait pour Human Bomb. Mais là, c'est un peu ce qu'on a fait aussi. On a quand même attendu toute une nuit de silence pour intervenir. Mais on aurait pu attendre 3 jours. Donc selon vous, c'est vraiment une pression politique qui était déterminante ? Je pense, parce que, je le crois savoir d'après les sources, parce qu'il y avait les obsèques. Et imaginez que si on avait donné un assaut et capturé vivant cet homme-là, et que juste après, il y avait les obsèques à la fois à Jérusalem et à Montauban, c'était un succès parfait, avec un timing parfait pour le politique. Or, il se trouve que, aussi dans cet assaut, selon plusieurs experts qui ont vu les images qu'on nous a montrées, il semblerait bien que des armes lourdes aient utilisé, du lance-grenade avec des grenades de 40 mm, des grenades défensives. Donc il y a un certain nombre de zones d'ombre et il n'y a qu'une seule source, ce sont des sources étatiques et des sources gouvernementales. Il n'y a pas d'éléments de vérification. L'homme du GIGN que j'ai eu me dit il faudrait une expertise, mais ils ne l'enverront pas, il n'y aura pas d'expertise. Alors Frédéric Elbert, est-ce que le GIGN aurait pu faire mieux que le RAID ?
si vous voulez, c'est difficile d'y répondre. C'est difficile d'y répondre. C'est une guerre qui dure depuis longtemps. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que c'est vrai que le président Sarkozy est très attaché au RAID depuis l'expérience qu'il avait vécue et où il s'était impliqué personnellement à Neuilly en sauvant des enfants. Il avait même essayé, lorsqu'il est devenu président, de débaucher des hommes du RAID pour en faire ses gardes du corps, mais ils ont refusé. Les hommes du GIGN ont une antériorité, ont une rigueur militaire peut-être plus forte que celle des hommes du RAID. Frédéric Albert, journaliste spécialiste du terrorisme, merci beaucoup d'être venu ce matin sur LCI, nous apporter votre analyse et votre éclairage sur cette situation. On va en reparler bien sûr des développements judiciaires dans le journal. À tout de suite.